Bonjour, Eric Gibaud et Jouo.com. Il y a peu, je t'ai présenté cet appareil photo de Fujifilm, le X-Off, les caractéristiques techniques, mais je devais te parler de mes sensations à l'heure de l'utiliser, des résultats et profiter pour répondre aux questions que certains ont eues sur la vidéo qui est par là, que j'ai fait sur les caractéristiques techniques. Mais j'arrive avec deux surprises. Je te raconte tout de suite. Mais avant ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie. Mais je te raconte tout en fin de vidéo. Si tu n'arrives pas jusqu'à la fin, deux points importants. Le premier, si tu voulais te former à la retraite et profiter de ton CPF, le compte personnel de formation, il est indispensable de t'inscrire avant ton départ en retraite. Une fois à la retraite, tu pourras faire la formation, mais il faut t'inscrire avant le départ. Sinon, ça ne sera plus possible de passer par le CPF. Il y a d'autres moyens, mais le CPF, ça ne sera plus possible. Autre point important, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est appliquée, tu as juste à ajouter pratiquement 103 euros. Le demandeur d'emploi n'a pas à payer cette somme, 103 euros à ton pécule CPF si celui-ci couvre le prix d'une formation, évidemment. Mais je raconte tout ça en fin de vidéo. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors évidemment, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à des questions qui ont été posées suite à l'autre vidéo ou même sur d'autres chaînes, des gens qui ont posé des questions ou des objections. Bon, essayer de répondre. Non. Alors le premier point, c'est que certains, quand ils ont vu ce format vertical, ont eu une réaction de dire ouais, vertical, c'est Instagram, c'est tout ça. Moi, j'avais aussi présenté un autre appareil photo argentique qui faisait du vertical, mais ça fait très longtemps que le vertical existe. Et là, on voit par exemple le Fujica, donc Fujifilm à l'époque, Fujica, Rapide D1, qui a pour film 24-36, mais comme on voit, ça utilise que la moitié de la taille du cadre de la pellicule, 24-36, bon, donc la moitié en largeur, c'est donc 24 de haut, mais 18 de large, ce qui permettait de faire sur un 36 poses, faire 72 poses. Alors, ces deux appareils appartiennent de la collection privée d'Olivier Saint-Géry de Fujifilm France, donc mille merci de me les prêter pour cette vidéo. Alors, ce petit appareil, c'est le Fujica Mini Half. Et là, c'est pareil, il est vraiment superbe. Tu l'ouvres ici, tu fais glisser, voilà, et tu l'ouvres. C'est incroyable, ça rappelle le petit relais 35 qui s'ouvre comme ça, on coupe en deux, voilà, si je peux dire comme ça. Une petite plaque avec des instructions pour régler la sensibilité du film. Et là, comme tu vois, c'est un demi-cadre. Donc, ce n'est en aucun cas une nouveauté. C'est pour ça que certains qui disent ouais, le format vertical, demi-taille, c'est un truc d'influenceur, d'instagrammeur. S'il te plaît, trouve-moi un Instagrammeur de l'époque. Ouais, ça n'existait pas Instagram. Ok, donc non, c'est absolument pas une nouveauté. Faire du demi-format vertical, ça a existé il y a très très longtemps et beaucoup de gens l'utilisaient. Alors, autre réaction, j'ai eu de certains qui m'ont dit ah ouais, mais cet appareil, on dirait vraiment un Leica M2. Alors, moi, je trouve pas, mais enfin bon, si on veut comparer vraiment Fujifilm avec lui-même, tu me diras, je pense que la différence est, voilà, ressemblante, je veux dire, est impressionnante. Alors c'est vrai que le côté courbe est à droite sur le X-Off et à gauche sur le Mini, mais je trouve que c'est impressionnant. Autre point en commun, la taille. La taille, ce sont des appareils qui étaient faits pour emporter absolument partout. Dans ta poche, tu es prêt, pas photo, photo par-ci, photo par-là. Tu avais quand même des configurations avancées sur cet appareil. Donc, c'était vraiment le petit appareil à emporter partout. Philosophie qu'on retrouve sur ce X-Off. Et autre chose qu'on peut dire intéressante, commune, c'est que là, évidemment, il n'y a pas d'écran parce que c'est argentique, mais cet appareil a aussi un mode argentique, c'est-à-dire que
tu vas pas voir tes photos pendant 36, 54 ou 72 poses et tu vas pas les voir à l'écran. Évidemment, tu peux arrêter la formule, argentique, mais tu peux pas la reprendre et les photos, si tu veux les voir, il faut absolument que tu ailles sur l'application ou sur ton ordinateur. Donc une philosophie que je peux dire, beh, sans, voir avant ce qu'on fait, ou pas avant non, après ce qu'on fait, tu sais pas ce que tu as à faire, tant que tu passes pas à la partie développement. Différence aussi, c'est que là, il y a la partie numérique, donc une connectivité importante pour justement profiter, bah, des avancées technologiques et pouvoir voir tes photos, les retoucher, tout ça, aussi bien sur l'application smartphone qui est disponible Android et iPhone et faire des montages, des choses comme ça. Mais on retrouve bien exactement la même philosophie. Un petit appareil photo emmené partout pour s'amuser sans complication, mais avec des caractéristiques avancées. Donc là, on voit vraiment la petite famille, l'évolution dans les années, Fujica, Fujifilm, et l'arrivée en numérique de ce petit format, demi-format vertical. Voilà. Alors, je prends mes notes pour ne rien oublier. Alors, je vais profiter de donner mon avis sur l'utilisation, complément d'information et répondre aux questions. La première, beaucoup de gens pensent que c'est une question peut-être stupide. Ben, je pense qu'il n'y a pas de question stupide. Le stupide, celui qui pose pas la question. Donc, ceux qu'on pose la question, je trouve ça très bien. Certains m'ont dit, bah oui, c'est un appareil vertical, mais si je veux faire des photos horizontales, comment ça se passe? Bien, quand tu as un appareil photo avec un capteur horizontal, si tu fais une photo verticale, tu tournes. Bah, là, c'est pareil. La photo est donc horizontale. Bah, la photo de base est donc verticale. Si tu la veux eh bien, en horizontal, simplement tu tournes. Et là, la photo sera donc horizontale. Donc, aucun problème. Ça me fait marrer ce truc. Alors ça, c'est en caoutchouc, c'est sympa. Et ça me fait marrer pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais la photo, bah, tu as ça qui pend, ok, tu peux le mettre dans la main. Mais ça me rappelle ma mère, bonjour, qui beaucoup de fois faisait, au lieu de prendre l'appareil photo comme ça, le prenait comme ça, son photo argentique, et quand elle développait le film, quand elle recevait ses photos du magasin, eh bien, il y avait la petite cordelette qui était devant l'objectif. Hein, ça t'est arrivé plus d'une fois, je me souviens, étant gamin. Donc, bah là, l'avantage en numérique, bah, tu vas le voir tout de suite. Alors, tu vas pas le voir dans le viseur, hein, attention, parce que le viseur, il est optique, ça passe pas par l'objectif, mais tu vas le voir après sur la photo. Si tu regardes l'écran, bah, oui, au lieu de viseur, bah, tu vas le voir. Et par contre, si tu es en mode argentique, où là, l'écran est désactivé et tu regardes que dans le viseur, eh bien, tu verras ça qu'une fois tu auras fini tes photos. Bon, on en parle juste après. Donc, n'oublie pas ça. C'est un petit souvenir, ça m'a fait trop rire. Alors, la sensation de cet appareil, c'est vraiment la légèreté. Et en fait, la facilité d'utilisation. Facile à utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas avancé. Il y a des fonctions comme sur n'importe quel appareil photo, mode manuel, priorité diaphragme, priorité vitesse et tout ça. Et là, en fait, tu retrouves les sensations de ça, petit appareil à emporter partout, faire des photos, clic, 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 bam, sans penser, sans réfléchir. Bon, tu réfléchis quand même au cadrage et tout ça. Mais je veux dire, sans emmener un truc lourd, compliqué et tout ça. Et ça, c'est vraiment l'idée. Ce que j'aime aussi, c'est l'utilisation duale. Donc, ça répond aussi à une question. Beaucoup de gens, quand j'expliquais que tu utilisais une app pour récupérer tes photos, tu pouvais, m'ont demandé est-ce qu'on peut utiliser aussi un ordinateur. Alors l'application, je rappelle que c'est aussi bien iPhone qu'Android. Ok. Et beaucoup de gens me demandaient est-ce que moi je ne veux pas utiliser un smartphone ou une tablette, est-ce que je peux faire ça sur ordinateur? Oui, il n'y a aucun problème, tu vas sortir ta carte mémoire, hein, tout simplement, hein. Tu vas la mettre pour mettre tes fichiers sur l'ordinateur et ça sera parti sur l'ordinateur. Donc voilà, aucun problème. Tu vas pouvoir faire ça sans passer par un smartphone. Évidemment, il y a des fonctions qu'offre le smartphone, faire des catalogues, des machins, tout ça. Ben là, tu n'auras pas. Mais si tu veux utiliser tes photos de manière classique sur l'ordinateur, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, ça ne ferme pas les portes. C'est-à-dire que celui qui veut continuer à utiliser qu'un ordinateur, c'est possible aussi.
Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai des liens affiliés en description. C'est vraiment sympa de les utiliser. D'ailleurs, si tu achetais chez Digit Photo, eh bien, ça serait cool. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, tu le mets là. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, n'oublie pas, si tu achetais Aperty ou Luminar Neo ou n'importe quel produit sur le site web de Ken Faith, le lien est en description, comme les produits de KF Concept, tu as 10% de remise avec mon code ERIC10. Dans le cadre de Aperty et de Luminar, c'est 10% en plus des offres qu'ils ont. Tu vois une super offre, tu mets quand même le code, c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Autre question qui m'est revenue souvent, la qualité d'image comparée à un smartphone. Alors, il faut bien comprendre un truc. D'abord, l'intention, c'est pas de faire une photo de smartphone, sinon une photo d'appareil photo. Alors, je dirais qu'en situation normale d'éclairage d'utilisation, il n'y a rien à envier à un smartphone. On parle de la même qualité ou supérieure. Ok, après, ça dépend du smartphone que tu as. Par contre, n'oublions pas que le processeur d'un smartphone fait énormément de travail au niveau des corrections, aussi bien optiques que d'exposition et tout ça, qui font que ben, souvent, un smartphone fait une photo bien mieux exposée qu'un appareil photo. Et je ne parle pas de celui-ci, je parle de n'importe quel appareil photo, même les plus chers. Exemple typique, tu fais une photo de quelqu'un à contre-jour, au smartphone, eh bien, le ciel sera bleu et la personne sera correctement exposée. Tu fais avec un appareil photo, eh bien, si tu ne mets pas un éclairage supplémentaire pour la personne, il faudra que tu choisisses ou le ciel bleu et la personne sous-exposée, ou la personne bien exposée et le ciel complètement blanc. Et ça, c'est pas cet appareil photo, c'est n'importe quel appareil photo. Donc, en fait, il faut bien comprendre ça, que les smartphones ont un processeur qui leur permet de faire des HDR de manière très rapide, d'avoir une exposition parfaite, mais aussi, ben, les photos smartphones, on leur reproche souvent d'être trop contrasté, trop net, trop saturé en couleur. Et là, je pense que Fuji a trouvé le bon équilibre entre une photo bien faite, bien exposée, sans arriver sur ce look très artificiel. Et après, bah oui, tu peux choisir tes simulations de film. C'est vraiment trop marrant comme truc. Tu vas bouger là sur l'écran comme ça et tu vas choisir ce que tu veux. Donc c'est vraiment sympa. C'est super bien fait hein, cette petite fenêtre parce que c'est même pas une fenêtre, erreur. Je me suis fait avoir là. C'est ce petit écran. Je sais pas si tu as déjà vu certains appareils argentiques qui ont une petite fenêtre pour que tu vois quelle est la pellicule qui est dedans. Eh bien, c'est vraiment la même sensation et on n'a vraiment pas l'impression que c'est un écran. C'est vraiment trop drôle comme truc. Voilà. Donc, au niveau, ceux qui me demandent différence entre smartphone et ça, ben moi, je pense qu'on ne peut pas comparer. Je pense qu'on ne peut pas comparer, mais ça, ce n'est pas une qualité inférieure. Simplement, ça s'utilise comme un vrai appareil photo. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. D'autres m'ont posé la question sur la focale utilisée. Alors là, on parle d'un capteur 1 pouce. Qui dit capteur 1 pouce dit beaucoup plus petit. Donc c'est une focale de 10,8 mm. Et si on parle l'équivalent full frame, c'est aux alentours de 30 mm. Alors, je sais plus, c'est 29 ou 32, peu importe. C'est un petit peu cette sensation. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Ben, moi, je pense qu'il faut voir l'utilisation de l'appareil. Et dans le cadre de cette utilisation, c'est la focale qui me semble correcte. Alors, beaucoup de gens disent, ben, souvent, 50 mm, c'est la vision humaine. En fait, c'est faux. Nous, on a une vision de 180 degrés. Il faut parler de la vision super nette. Alors, si on parle de la super nette, de pouvoir lire des petites lignes, c'est très étroit. C'est encore bien plus étroit que ce que fait un 50 mm. Par contre, 50 mm, c'est à peu près notre vision dans le cadre d'une netteté à peu près correcte. Voilà. Mais en fait, on se rend compte que quand on est en train de se promener, faire le touriste et tout ça, on ne veut pas se promener sans tourner la tête. Évidemment, on va tourner la tête plus ou moins. Eh bien, c'est à peu près ça ce que ça couvre. Quand on tourne la tête à peu près comme ça, ben, c'est à peu près ce qu'on veut voir. Donc, je pense que pour celui qui veut ramener des souvenirs de vacances ou de famille et tout ça, c'est une focale qui est bien choisie. Alors, c'est quand même un truc qui a avancé, puisque ça va de f2.8 jusqu'à f11. Et tu peux changer le diaphragme ici ou te mettre en priorité vitesse, donc en mode A, ou si tu mets A et priorité complètement automatique, ça va le faire aussi. Donc, c'est vraiment un petit truc très sympa. Vraiment très bien, ça me plaît beaucoup. Si on parle du flash, alors ça, je n'ai pas dit dans l'autre vidéo, il y a un petit flash. Mais attention, c'est pas un vrai flash. C'est-à-dire que ça a la fonction de flash, mais c'est pas un vrai flash puisque c'est une lumière LED.
Problème des lumières LED, c'est que ça ne congèle pas le mouvement. Donc si tu veux faire une photo où quelqu'un bouge comme ça et en appuyant dessus, tu penses que ça va le congeler, ça va pas le congeler. Donc c'est vraiment pas c'est un éclairage LED, mais c'est pas un flash. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que ça soit un vrai flash pour vraiment donner ce look qui pète années 50 et tout ça. Ça aurait pu être sympa. Deuxième point, ici, il y a une griffe, mais c'est une griffe froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connecteur flash. Ça, c'est peut-être bien si tu veux mettre une petite lampe LED, tu vas faire de la vidéo, par exemple, plus grande, tout ça, dessus, mais tu vas pas pouvoir utiliser un flash. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ça soit une vraie griffe flash avec son connecteur et tout ça, et peut-être même avoir un flash rétro Fujifilm avec un look spécial. Ça aurait été vraiment sympa d'avoir ça, je pense, avec. Mais bon, je préfère le dire, parce que celui qui dit: «Tiens, mon flash, les gens, ils sont quand même bougés», bah, c'est la raison, c'est parce que c'est LED. Alors, j'ai quand même été surpris par, les fonctions avancées, de cet appareil, qui est ludique, tout ça, mais il y a quand même plein de choses avancées. Si on parle, par exemple, de la vidéo, eh bien, tu peux choisir, différentes compressions, quantité de données, donc 10 mégabits, 50 mégabits ou 50 mégabits. Alors, c'est pas les 800 d'un ProRes, hein, mais ça reste très très bien pour la destination de ce genre de vidéo. Donc, très bien. Tu peux aussi faire de la vitesse lente, donc à 120, 150 ou 200%. Donc, ça, c'est sympa. Celui qui veut faire ce qu'on appelle du slow motion, comme disent les Français qui parlent très bien l'anglais, ben, slow motion, donc vitesse lente, c'est possible. Petit reproche. Alors, la vidéo, elle peut être qu'en multiple de 24 images secondes. Donc, tu as 24 si tu es à vitesse normale. Et si tu es à 200%, donc vitesse lente, tu as 48 images secondes. Je ne comprends pas ce choix. Ce choix, et c'est un format cinéma, 24 images secondes, donc l'idée est bien, mais il ne faut pas oublier que nous vivons dans des pays différents au niveau des hertz. Les États-Unis, par exemple, et pas mal de pays d'Amérique du Sud ont de l'électricité à 60 Hertz. C'est pour ça que les Américains travaillent aux 24 images secondes, parce que ils arrivent à caser les fréquences et qu'il n'y ait pas de scintillement. Par contre, en Europe, par exemple, où on est aux 50 Hertz, eh bien, il est habituel d'utiliser 25 images secondes, comme c'est le cas de cet enregistrement, au lieu de 24. Pourquoi? Ben parce que ça fait que c'est synchro avec le scintillement des lumières. Et si tu as pas cette synchronisation, quelquefois, tu vois des espèces de bandes qui se déplacent sur la vidéo. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas mis l'option d'avoir du 25 images secondes, donc jusqu'à 50 images secondes, et l'autre 24 à 60. 24 à 48, pardon. Ce qui a été logique. Voilà. Donc ça, c'est un peu surprenant. Dommage, mais je pense qu'ils peuvent arranger ça par firmware. Donc, messieurs, chez Fujifilm, s'il vous plaît, pensez aux gens qui sont dans des zones 50 Hz et qui vont peut-être faire des vidéos sans avoir d'interférence. Donc voilà, ça serait très bien. Ce qui m'a surpris aussi, c'est l'autofocus. Moi, je dirais la mise au point, parce que la mise au point elle peut être autofocus ou elle peut être manuelle. Dans le cas où elle est manuelle, tu peux même activer qui est le focus peaking, c'est-à-dire des petits points lumineux qui s'allument pour dire où la mise au point est faite. Et là, tu peux toucher, tourner la bague de mise au point et faire une mise au point en manuel si tu veux. Donc c'est ça. L'autofocus, il est continu ou single, mais aussi détection de visage, œil gauche, œil droit, automatique, tout ça. Donc c'est avancé. Alors oui, certains vont dire: «Ouais, mais ils n'ont pas mis la détection, d'oiseaux à 1000 mètres d'altitude ou, de trains, balles, comme on dit, qui viennent, train fusée, chinois», j'en sais rien. Non, ils n'ont pas mis. Mais est-ce que c'est le genre d'appareil photo pour ça? Donc le fait qu'il y ait détection de visage, d'œil et tout ça, ça me semble déjà très bien et surtout, il marche vraiment très bien. Alors, le mode argentique, c'est un truc qui m'amuse pas mal, c'est marrant. Je pense que c'est ludique et c'est très bien pour l'apprentissage parce que déjà tu ne vois plus ce qu'il y a dans l'écran, tu peux utiliser que le viseur. Tu vas devoir utiliser, le petit levier d'avancement. Ce serait sympa qu'il y ait un petit bruit du genre, alors s'il n'est pas physique, au moins qu'il le fasse avec l'appareil, que tu peux l'activer ou le désactiver, mais c'était sympa d'avoir un ça, j'aurais adoré, non? Alors, c'est vrai, ça peut sembler un petit peu gadget, mais pour certains, ça peut être sympa de vivre ce moment. Et aussi, je pense que si tu mets le mode argentique, mais aussi le mode manuel, c'est-à-dire tu décides des ISO et de la pellicule que tu veux choisir. Alors, la pellicule, elle doit durer, c'est la même
tu choisis 36, 54 ou 72 photos. Et ça doit être la même qui reste pendant toute ta série. La série, tu peux l'arrêter en route, hein, mais tu ne peux pas voir les photos dans l'appareil. Il faut que tu regardes sur l'ordinateur ou sur l'application. C'est vraiment une sensation argentique. Et donc, si tu es en mode manuel, ouverture, priorité, ouverture et vitesse, je veux dire, et les ISO, tu vas pouvoir revivre ces sensations. Pour certains, ça va faire très gadget, ça va faire ludique, mais je trouve que tu peux t'amuser en apprenant. Donc, des gens qui veulent apprendre, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Voilà. Alors oui, pour d'autres, oui, ça fera gadget. Alors, autre question que j'ai eue, des gens qui me disent, la construction est-elle de qualité? C'est métal, pas métal? Alors moi, au début, je pensais que c'était un alliage, peut-être plastique, truc comme ça. Non, je pense que c'est un plastique de très bonne qualité, qui est dur, mais ce qui fait que le poids est très intéressant. Là, ça tombe sur le pied, tu te casses un doigt de pied, hein. Voilà, tandis que là, oui, je pense que c'est plastique, mais la finition me semble superbe. Le toucher, tout ça, je crois que c'est vraiment, bien. Donc là, je ne peux pas vraiment critiquer. Ça aurait été sympa que ce soit métal, on est d'accord, mais je pense que ça aurait été, beaucoup plus lourd. Voilà, donc l'idée, c'était pas ça. Alors, le débat, pour beaucoup. Le débat pour beaucoup, c'est, le prix. Certains disent que c'est horriblement cher, d'autres que non, c'est correct, d'autres que c'est une arnaque. Alors bon, on va revenir sur le terme arnaque que j'ai lu certaines fois. Une arnaque, c'est quand le produit promis n'est pas livré ou ne correspond pas à ce qui était annoncé. Là, c'est une arnaque. Et là, c'est un délit et il peut y avoir un procès. Là, le produit promis est au rendez-vous. Les fonctions promises sont là, donc il faut oublier le mot arnaque. Après, il y a deux. Ceux qui ont le budget pour cet appareil photo, mais ne l'achèteraient pas parce que, bon, ils préfèrent autre chose, ou simplement parce que le prix leur semble trop élevé. Et d'autres qui adoreraient avoir cet appareil, mais ne peuvent pas se le permettre parce que le prix ne rentre pas dans leurs possibilités. Et ça, c'est triste, que ce soit cet appareil ou n'importe quel autre. Quelqu'un qui a envie de quelque chose qui ne peut pas l'acheter, c'est toujours triste. Peu importe que ce soit un produit pas cher ou très cher, hein, si c'est son rêve, c'est dommage qu'il ne puisse pas l'avoir. Là, je ne vais pas critiquer, je suis complètement d'accord. Donc, moi, je pense que déjà, il y a ce point-là. Au niveau du prix, moi, sincèrement, je pense qu'il est un petit peu cher. Euh, S'il y avait 100 euros de moins, 150 de moins, ça serait plus logique. Mais il faut comprendre que c'est un produit unique et nouveau. Donc, à partir du moment où là, on ne reprend pas des technologies qu'ils ont dans d'autres appareils que fabriquent eux-mêmes Fuji, évidemment, il y a du développement, des nouveautés, des nouveaux trucs à faire et tout ça. Donc ça, c'est pas la même chose de mettre le même capteur que sur 3 ou 4 de leurs appareils et donc, ça c'est fait, il n'y a plus à réfléchir, ça marche, que mettre un spécifique pour ce qu'ils veulent faire, ou repenser un écran, ou repenser ceci, ou repenser une prise en main, tout ça. Donc, évidemment, eh bien, ça a un coût. Donc, évidemment, l'appareil peut coûter plus cher que ce que que certains attendent. Alors, d'autres aussi veulent comparer ce prix à autre chose. Et je pense que c'est une erreur. Ça n'a pas de sens. Alors, ça a de sens dans quel sens? C'est-à-dire que, voilà, j'ai 800 euros, 799, où est-ce que je veux les mettre? Moi, je veux les mettre dans un Fujifilm XM5. Pas de problème. Mais on ne parle pas du même produit. Un XM5, c'est un super appareil. Avec, sans objectif, il coûte la même chose. Il faut rajouter l'objectif, ça va coûter environ 100 euros de plus. Mais on ne parle pas du tout de la même utilisation. Donc, c'est une question de choix. C'est pas une question qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui me plaît plus pour ce que je veux faire. Voilà. Après, il y en a d'autres qui disent, pour ce prix-là, tu prends un smartphone. Alors, ils n'ont pas compris que celui qui achète cet appareil, il a sûrement déjà un smartphone. Mais ce qu'il veut, c'est les sensations d'un appareil photo avec euh, une liberté d'utilisation sans complication. Ah oui, tu peux le compliquer autant que tu veux, hein, tu as toutes les fonctions et tout ça, tu peux les activer toutes. Mais tu peux te mettre en automatique, avoir la sensation d'un appareil sans que ça soit un smartphone. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas ou le smartphone ou ça. Je pense que personne va dire, j'achète un smartphone au lieu de ça. Le smartphone, tu l'as déjà, tu l'as de toute façon, tu l'utilises pas que pour la photo. Donc, c'est clair. Et celui qui achète ça, c'est pas à la place du smartphone en disant je vais faire mes appels téléphoniques ou regarder Facebook sur cet appareil. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, moi, je pense que cet appareil, oui, est un petit peu cher, ok, mais je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et je pense que beaucoup de gens qui achètent cet appareil, parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont pris, bien, ils l'achètent
dans un sens de s'amuser, passer un bon moment, l'avoir sur soi partout, sans que ça soit le smartphone. Parce qu'en plus, là, tu vois, je prends mon euh, X-Half, qui est pas à moi, mais je le prends, je pense à faire une photo ou une vidéo. Je prends mon smartphone pour faire une photo. Ah, il y a un avis de WhatsApp qui arrive, je regarde le WhatsApp, voilà. Je suis plus connecté à ma photo là. Je suis reparti sur une réponse à quelqu'un. Là. C'est pas pareil. Donc, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et là, bah, cet appareil est comparable en fait à pas grand-chose. D'autres aussi ont dit ah ouais, mais avec tel autre appareil, on peut faire la même chose. Non, on peut pas faire la même chose. Je fais des vidéos intéressantes. On peut faire une imitation de. Dans ce cas-là, n'importe quel appareil photo peut faire une imitation de. Mais ça reste pas la même chose. La sensation en main n'est pas la même. Les fonctions de simulation de film sont pas les mêmes. D'autres diront, ah, mais la simulation, je la ferai en post-production. Ouais, oui, mais l'idée, c'est de la faire ici. Donc, c'est pas comparable. Voilà. Donc, le prix peut te sembler ce qu'il est. Ton opinion est respectable. Moi, je trouve un petit peu cher, mais je pense que bah, il y a une raison d'être et c'est un appareil unique. Voilà. Donc, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Petit reproche. On sait que tous les appareils photo, peu importe la qualité, les smartphones, tous font tous la photo en RAW et après font un processus pour la passer au JPEG. Deux options, où on te remet le JPEG, où on te redonne seulement le RAW, on te donne RAW plus JPEG. Dans cet appareil, tu vas obtenir seulement des JPEG. Ok. Donc, je trouve ça dommage que Fujifilm ne donne pas la possibilité d'avoir les RAW, parce que je pense qu'il y a des gens qui adoreraient ce petit appareil photo, mais qui voudraient quand même travailler un RAW en post-production, et ce qu'ils veulent profiter, c'est de la sensation de prise en main, le moment de la prise de vue, mais veulent quand même pouvoir travailler leurs photos plus de manière avancée en post-production. Attention, un JPEG, on peut quand même retravailler, hein, si on s'est vraiment planté sur l'exposition, on peut quand même retravailler un JPEG. Mais je pense qu'il y a des gens qui seraient très contents d'avoir la possibilité d'avoir les fichiers RAW aussi. Donc, messieurs les ingénieurs chez Fujifilm, je pense qu'avec une actualisation de firmware, ça serait sympa de pouvoir nous passer les RAW. Conclusion sur cet appareil. Alors, je te montre des photos et sensations que j'ai eues, des trucs que j'ai fait avec, évidemment. Mais donc, conclusion. Moi, je trouve que cet appareil est simplement super. Mais il n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que des gens qui disent ouais, mais ça, on peut pas faire tel truc et telle autre chose. Ben oui, mais tous les appareils ont des limites, des avantages et des inconvénients. Mais là, j'en profitais pour faire une parenthèse, surtout à certains youtubeurs qui ont détruit cet appareil. Alors certains l'ont adoré, d'autres l'ont détruit. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est ceux qui l'ont détruit, et je ne parle pas que youtubeurs, je parle aussi des gens qui ont commenté, l'ont détruit d'une manière qui me semble sincèrement complètement absurde. Qui ont dit, ça c'est l'anti-photographie. L'anti-photographie? Ça c'est l'anti-art. Anti-art? Alors, je pars sur là-dessus. Combien de millions de gens sur cet appareil ou autre ont fait des photos toute leur vie, de la famille, des vacances, des souvenirs, avec des appareils bien plus basiques que ça? Si ça, c'est l'antiphotographie, bah, c'est un manque de respect à tous ces gens-là. Probablement, ces gens qui critiquent cet appareil sont des gens qui ont des photos de leur enfance, qui ont été faites par leurs parents ou leur famille avec des point and shoot encore plus basiques que ça. Et grâce à ces appareils, ils ont ces photos de leur enfance, ces photos de leur premier pas, ces photos de leur premier anniversaire. Et là, on est en train de dire, ça c'est l'antiphotographie. Non, justement, ça c'est la photographie. Ça c'est la photographie. Après, dans la photographie, il y a deux grandes familles. La photo, souvenir, moment, documentaire et tout ça, et la partie art ou artistique. Mais les deux font partie de la photographie. C'est pas parce que tu as une photo de ta grand-mère devant la tour Eiffel qu'elle est moins photo qu'un paysage artistique noir et blanc à couper le souffle fait par un artiste photographe. Les deux sont de la photographie. Donc moi je ne comprends pas ce dédain des uns envers les autres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu veux faire de la photo artistique
Bah, tout ce qui correspond à des souvenirs de famille et tout ça, ça a aucune importance pour toi parce que pour toi, la photo, ça peut être que de l'art, qu'une photo, tu la vois et ça te fait réfléchir, penser, peu importe, hein, OK? Là, c'est un petit peu parodie ce que je fais, mais voilà, donc si c'est ton cas, ben oui, il y a pas de problème, c'est des photos que tu veux faire. Mais pourquoi, les gens qui font des photos souvenirs en s'amusant, en partageant et tout ça, seraient moins, valables ce qu'ils font que toi avec ton art. Donc, j'ai été surpris, même déçu d'ailleurs, déçu de certains qui, par leur discours, cassent un appareil qui justement offre des sensations que beaucoup de gens n'ont pas connues parce que bah, ils sont de la génération smartphone ou choses comme ça. Et ils n'ont pas connu, que leurs parents ont connu, que leurs grands-parents ont connu, même arrière-grands-parents ont connu, avec des appareils simples à utiliser, des appareils qu'on emportait partout. Et eh bien, c'est dommage de leur fermer leurs portes en critiquant un appareil sans avoir compris la philosophie de l'appareil. Et d'un autre côté, en plus, ce sont les mêmes qui critiquent les marques en disant ah, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus de nouveautés, tous les appareils sont identiques. Fuji te présente un truc différent, et tu pleures encore. Faut se calmer les mecs, faut se calmer. Donc voilà, ça c'est mon opinion sur cet appareil après l'avoir beaucoup plus utilisé, beaucoup plus joué avec. Moi je trouve que c'est un appareil qui est super, qui est complètement recommandable. Évidemment il n'est pas pour tout le monde, hein, je suis d'accord, parce qu'il y a des gens qui ont une autre philosophie de la photographie, ou un autre usage de la photographie, ou un autre budget pour la photographie. Et ça c'est complètement respectable aussi. Mais moi je félicite Fuji d'avoir fait un truc différent, amusant, facile à utiliser, qu'on peut compliquer autant qu'on veut ou simplifier autant qu'on veut. Et ça, je trouve ça super. Alors, merci beaucoup à Fujifilm France de m'avoir passé l'appareil. Merci beaucoup à Olivier Saint-Géry pour son prêt d'appareil. Et évidemment, si cet appareil t'intéressait, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Oui, Digitphoto, ça serait sympa. N'oublie pas le code créateur, Jibo. Merci beaucoup. Mille merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je veux dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va, ce qui ne va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui te motive, qui te parle, qui te corrige et tout ça. Bon, enfin, le boulot habituel d'un prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Enfin, ce qui est logique. Alors, le mieux, je pense, c'est que tu appelles Arvia. Tu leur expliques un petit peu tes intentions de formation et ils te diront quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Et ils te parleront aussi des tarifs. Mais moi, je vais te parler de financement. Ailleurs, alors, il y a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Alors, je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes. Voilà, c'est comme ça. C'est comme trois quarts des choses qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Ex-Pôle emploi, et tu lui expliques tes intentions de reconversion vers la photographie, tu lui parles d'Arvia et tu expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors souvent quand je dis ça, il y en a qui me disent ah oui oui le CPF je connais, j'en ai pas mal, j'utiliserai à la retraite. Alors attention, oui tu peux utiliser ton CPF pour une formation à la retraite, mais seulement si tu t'es inscrit avant ton départ en retraite. Si tu t'es pas inscrit avant, tu pourras plus t'inscrire après. Il te restera l'autofinancement, le cadeau d'anniversaire, de Noël, peu importe. Mais là, tu auras perdu ton CPF. Donc, ce serait vraiment dommage de ne pas t'inscrire avant le départ. Autre possibilité, simplement, tu veux profiter de ton CPF et tu as encore pas mal d'années de travail. Donc, eh bien, depuis que la loi est appliquée, sur la nouvelle loi sur le CPF, tu as juste rajouté 102 et quelques, presque 103 euros à ton pécule CPF du moment que celui-ci couvre le prix d'une formation. Donc, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter pour te former. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ces 102, 103 euros. Ok. Donc, voilà, comme j'ai dit, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc, quand tu les appelles, ça ne sera pas de dire c'est de ma part.
le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu seras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Alors, si tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où c'est marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. Tu le mets là. D'ailleurs, je le partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, n'oublie pas, si tu voulais acheter le Luminar Neo Aperti de Skylum, tous les deux, ou un produit de Ken Faith, le lien est en description, donc les produits KF Concept et autres, tu as 10% de remise avec le code ERIC10. Alors dans le cas de Luminaire Neo et de Aperti, c'est 10% en plus des offres qu'ils ont. Donc si tu veux une super offre, tu mets quand même mon code, c'est encore moins cher pour toi. Et quoi d'autre? Ben, je te laisse, je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément. Et je te laisse aussi mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!